Il y a plus de 40 ans, Monsieur d'Ortiguière, le traité de non-prolifération nucléaire a été adopté, a été signé. Depuis, alors, différents pays ont adhéré à ce traité, bien sûr à l'exception de certains pays, de certains États, de certains régimes, dont le régime factice sioniste, qui refuse toujours de signer le traité de non-prolifération nucléaire. Et l'Iran, à titre de rappel, l'Iran a été l'un des premiers pays à avoir adhéré à ce traité universel. Ce traité est basé, comme vous le savez, sur 3 piliers: le désarmement, la non-prolifération et l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, l'accès en effet des différents pays, de tous les pays membres, à l'énergie nucléaire à vocation pacifique. Alors, quel est votre constat sur les 40 ans de vie de ce traité à l'échelle internationale, Monsieur d'Ortiguière? Eh bien, d'abord, il s'agit d'une vanité et d'un échec de ce traité. Une vanité parce que tous les 3 points que vous avez signalés n'ont pas été remplis. Au contraire, à l'ombre de ce traité, les puissances hégémoniques en question, c'est-à-dire essentiellement les membres du Conseil de sécurité, ont pu continuer leur armement atomique, le moderniser, le miniaturiser en un certain sens même. Et il y a une première question qui n'a jamais été résolue et qui était pourtant formulée dans la rédaction en 1968 du traité sur la non-prolifération nucléaire. C'est-à-dire l'horreur de la dévastation, c'était le terme employé, de cette arme atomique, devait entraîner, disons, sa réprobation. Or, cette réprobation, en effet, était le sentiment commun, le sentiment général à l'époque, car l'humanité se souvenait très bien de l'attaque de Hiroshima et de Nagasaki. Vous savez, je rappelle à nos téléspectateurs que cette bombe atroce, à Hiroshima en particulier, qui a visé, qui est tombée directement dans la direction de l'hôpital Shima de l'époque, avait explosé en altitude pour causer le plus de victimes possible, de même qu'à Nagasaki. Nous avions les témoignages, par exemple, en Europe, par exemple, des jésuites allemands qui occupaient ces 2 villes, puisqu'il s'agissait en plus de 2 villes, les 2 seules villes chrétiennes du Japon. Alors, cette horreur, voyez-vous, a été dissimulée par des sortes des ronronnements de traités. C'est-à-dire qu'on a endormi les peuples, on les a abusés, en même temps qu'une machine infernale se préparait, continuait. C'était celle justement de l'entité sioniste, la seule qui avait intérêt justement à ce que le désordre, disons le chantage mondial continue, car cette entité qui ne vit que dans la peur, qui ne se, disons, renforce que dans ce sentiment, justement est la seule qui détient la clé justement de ce désarmement. Elle empêche ce désarmement, elle y fait obstacle. Et quand Mme Clinton dit au président Ahmadinejad qu'il veut détourner l'attention du monde, en réalité, ce sont ces traités, ce sont justement ces vanités dont je parle qui ont détourné l'attention du monde et qui l'endort jusqu'à une conclusion horrible vers laquelle, disons, nous marchons si les peuples ne font pas, la majorité des peuples, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la démocratie internationale, ne met pas son veto. La République islamique d'Iran se trouve en effet à l'origine de l'idée d'un Moyen-Orient dénucléarisé, de la dénucléarisation au Moyen-Orient. Et bien sûr, la récente conférence sur le désarmement à Téhéran doit être évaluée, doit s'inscrire dans ce cadre, dans le cadre de cette initiative. Hier, avant son départ pour New York, le président Ahmadinejad a annoncé son intention de présenter des propositions concrètes à la conférence de New York sur le désarmement. Alors, étant donné l'organisation récemment de la conférence de Téhéran et les déclarations d'hier du président Ahmadinejad, quel est votre constat, votre évaluation, M. d'Ortiguière, sur la position de la République islamique d'Iran en matière du désarmement, en matière de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, et cela en dépit des tapages propagandistes et de la campagne de désinformation des États occidentaux? Et la République islamique d'Iran touche à un point essentiel, c'est-à-dire qu'elle veut qu'il y ait une comptabilisation
de l'arsenal nucléaire et qu'il y ait réellement un rassemblement des peuples pour exiger justement, selon un terme qui a été employé contre l'Iran, une inspection du stock nucléaire des grandes puissances afin que celles-ci, mises au pied du mur, commencent de désarmer. Ce que demande l'Iran, c'est un désarmement. Lorsque l'on parle, par exemple, d'un désarmement en particulier au Moyen-Orient, c'est la seule forme de parler de démocratie, justement, au Proche-Orient. Et je crois qu'un des compléments de cette proposition du président Ahmadinejad, donc de l'ensemble du gouvernement iranien, sera de lier cette exigence de désarmement, cette, disons, entreprise de désarmement, à une modification aussi, disons, de l'arbitraire des Nations Unies, de l'arbitraire de ce droit de veto. Car, voyez-vous, cet armement atomique, c'est une espèce de droit de veto contre les peuples. De même qu'il y a un droit de veto contre l'Assemblée des Nations Unies, qui annule complètement le caractère démocratique de cette organisation, il y a aussi, bien sûr, cette persistance de l'armement atomique qui est un désaveu, justement, un désaveu de l'existence des nations. C'est-à-dire c'est un régime de terreur, un régime de peur, un régime de suspicion dont l'Iran d'ailleurs souffre en premier. Mais je crois qu'un des avantages de l'Iran sera d'apparaître justement comme un ambassadeur de l'ensemble de ces peuples. Et ceci justement est un progrès, quelque chose je dois dire d'inédit. C'est un honneur d'ailleurs pour une nation musulmane d'avoir par l'histoire reçu cette charge. La conférence, quoi qu'il en soit, la conférence de suivi du TNP à New York se présente comme une occasion pour tous les pays participants pour contribuer à réformer ce traité. Une réforme qui s'avère désormais une nécessité internationale. Autrement dit, alors les pays participants pourraient contribuer à l'universalisation de ce traité. Alors, la question qui se pose, M. d'Ortiguia, que faire dans la conjoncture internationale contemporaine pour réformer en effet ce traité universel de façon à ce ce traité soit en effet un traité efficace au niveau international. Eh bien, il ne faut pas séparer la morale de la politique, comme disait Rousseau. Et de ce point de vue, il faut que l'exigence de dénucléarisation soit clairement affirmée. C'est-à-dire qu'il faut que l'arme atomique soit prohibée comme telle. Il ne s'agit plus de dire simplement de répartir la possession de celle-ci. Et je crois qu'en Europe, vous voyez, nous avons, avec l'Allemagne en particulier, avec le dernier propos du ministre Westerwelle des Affaires étrangères, clairement signifié aux Américains que nous ne voulons plus avoir de dépôt d'armes atomiques. Nous n'avons pas dit que nous voulions, je parle au nom des Allemands par exemple, telle ou telle participation à l'armement atomique. Non, l'opinion allemande, comme on dit aujourd'hui, elle ne veut en Europe ni des escrocs, ni des bombes atomiques. Et voilà, ceci, voyez-vous, à mon avis, ne peut être possible que parce qu'il y a des efforts, comme ceux de l'Iran, justement, de faire la clarté sur les choses. Les 118 pays non alignés qui ont soutenu l'Iran, vous savez, dans son programme et dans ses efforts, justement, seront présents à cette conférence. Je crois que les peuples seront déçus par l'attitude des hégémonies, mais ils seront instruits. Et c'est cela, justement, que votre invité a très bien dit être un nouveau point de vue. Cela est un progrès. Et ce progrès ne peut être fait, justement, que par une mobilisation morale. Autrement, sans morale, toute la politique, justement, ne sont que des paravents.